Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous ouvrez avec nous Patrick Mignola, la 34e saison. Alors guerre en Ukraine, crise de l'énergie, enjeux climatiques, inflation record, incertitude économique. Comment, dans un contexte aussi incertain, rassurer les Français à la veille du débat budgétaire et en cette rentrée 2022 ? La droite réclame des économies, la gauche veut taxer les riches et les super profits des entreprises. Comment faire adopter le budget 2023 d'ici quelques semaines sans passer par le 49.3. Puis au-delà, quid des réformes à venir? Comment notamment engager celle des retraites et éventuellement celle de la proportionnelle? Mais pour commencer, Patrick Mignola, le contexte économique, social ou encore géopolitique, est-ce que cela fait de cette rentrée 2022 celle de tous les dangers, Patrick Mignola? C'est un danger... Au fond, c'est pas un danger pour la démocratie, c'est pas un danger pour Emmanuel Macron ou pour la majorité. C'est un danger si on n'essaye pas d'objectiver le débat. C'est-à-dire C'est-à-dire sur chacun des sujets que vous venez de citer. Essayer de se mettre les idées au clair et plutôt qu'essayer de les utiliser, de les exploiter politiquement, électoralement au quotidien, au fil de polémiques secondaires, qu'on soit capable de donner une vision aux Français. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être rassurés comme on rassurerait des enfants. Ils ont besoin, il faut leur dire la vérité. C'était pas un peu le rôle de François Bayrou au départ ? C'est le rôle qu'il assume en tant que commissaire au plan. Comme commissaire au plan. Vous savez, quand il a été le premier à enfin redire la vérité sur la crise de l'énergie. C'était avant l'Ukraine. Et parce qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique, il fallait qu'on électrifie l'économie. Il fallait qu'on évite les émissions de gaz à effet de serre. Si demain, on veut limiter le gaz à effet de serre, tous les modèles le démontrent, on a besoin du nucléaire. Voilà, on dit la vérité aux Français, on dit le réchauffement climatique, c'est d'abord le gaz à effet de serre, donc c'est l'utilisation des hydrocarbures. Si demain on ne veut plus utiliser d'hydrocarbures, il faut électrifier. Et on n'arrivera pas à maintenir le modèle de société qui est le nôtre si on n'a pas l'énergie nucléaire. Alors on va en reparler du nucléaire, mais d'abord, justement, c'est un peu lié à ça. En cette rentrée 2022, s'il y a un dossier sensible, très sensible, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Est-ce qu'on vit une crise comparable à celle de 1973, après la guerre de Kippour ? Alors, je crois que la situation est un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une conjonction de deux situations inflationnistes. La première situation inflationniste, c'est au lendemain de la grave crise historique du Covid, il y avait eu une limitation des échanges mondiaux, ils sont repartis à la hausse, et donc naturellement, ça a créé de la tension inflationniste. Est venue s'ajouter à ça la tension inflationniste de la guerre en Ukraine sur la question spécifique de l'énergie, alors pas particulièrement pour la France, parce que la France était protégée justement par son parc nucléaire, mais parce que nous sommes dans une économie ouverte et que dans l'ensemble des pays européens, il y a eu aussi des tensions inflationnistes qui sont venues s'ajouter. Et grosso modo, pour les Français qui subissent aujourd'hui environ 6% d'inflation, si on veut dire des choses simples, sans être simpliste, la moitié de l'inflation est due à la reprise économique mondiale et l'autre moitié de l'inflation est due à l'énergie. Mais nous avons protégé les Français de ce point de vue-là. C'est-à-dire toutes les décisions qui ont été prises depuis une année ont limité l'augmentation de l'inflation, qui aurait dû aujourd'hui être plutôt à 10 ou 12. Ça veut dire que vous dites que la France, vous considérez que la France s'en tire mieux que les autres, notamment les autres pays européens ? Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'inquiétude et qu'il n'y ait pas des difficultés. Il y a des personnes qui se font du souci pour l'hiver prochain, pour savoir comment elles vont se loger. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut travailler sur la façon de délier à l'échelon européen le prix du gaz et le prix de l'électricité. Parce que selon les types de production électrique qu'on a dans les pays, s'il est extrêmement lié au gaz, ça peut faire un doublement ou un triplement du prix de l'électricité. Si on a l'hydroélectricité, ou si on a le nucléaire, ou si on a bien développé les énergies renouvelables, c'est le cas de la France, on peut avoir un prix de l'électricité moindre. Enfin, énergie renouvelable, c'est pas vraiment très en route aujourd'hui en France. Ça a bien démarré. Et moi, j'ai été longtemps élu du département de la Savoie, où on avait créé les premiers panneaux solaires. Et on avait le commissariat à l'énergie atomique qui avait créé l'Institut national du solaire. Mais à force de ne pas dire vraiment la vérité aux Français.
C'est-à-dire leur dire qu'on ne réussira pas la transition écologique si on ne sait pas faire des efforts et changer nos modes de vie, y compris en acceptant que parfois il y a des éoliennes, et des éoliennes offshore, que parfois il y a des panneaux solaires. Des éoliennes que même les écologistes considèrent ont du mal à accepter l'implantation dans certaines zones. Oui, mais c'est toute la difficulté. Le GIEC crie à l'urgence et il a raison. Et ça fait déjà des années qu'on nous dit qu'il y a urgence à lutter contre le réchauffement climatique. Et pour autant, on ne sait pas prendre des décisions qui s'imposent en matière de nucléaire, en matière d'éolien, en matière de solaire, en matière d'hydroélectricité. Je veux juste rappeler quelque chose qui était un événement dramatique il y a quelques années. Dans les moments où le gouvernement de François Hollande avait décidé l'arrêt de la centrale de Fessenheim. Confirmé et validé et acté par Emmanuel Macron. Évidemment, puisque de toute façon, lorsque vous décidez l'arrêt d'une centrale, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a eu cet immense drame, vous savez, de ce garçon qui a été tué au barrage de Sivens. Et donc ça a aussi arrêté les investissements hydroélectriques. Et puis quelques années après, on a considéré qu'il ne fallait pas faire de champs solaires. Et puis quelques années après, qu'il fallait se méfier de l'hydrogène. Et puis quelques années après, qu'il ne faut pas faire d'éoliennes. Donc ça fait combien d'années de retard, 20 ans? Donc au fond, c'est probablement une dizaine d'années de retard que nous avons pris. Ça veut dire et désormais, il y a urgence à accélérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de centrales nucléaires, c'est pratiquement en voie d'achèvement, si on n'avait pas pris ces 10 ans de retard. Oui, c'est exactement ça. Et donc qu'est-ce que ça signifie sur le plan du débat public? Ça signifie que si on ne se met pas d'accord sur un constat, si on ne partage pas les constats, derrière, on n'est pas capable d'expliquer aux Français qu'il y a des solutions et qu'elles peuvent aussi être partagées. Avant de parler justement de l'évolution du débat public et ce qui en découle du CNR, Conseil national de la refondation, 2-3 questions techniques. 50 ans après 73, le contexte, on parlait de la crise de 73, le contexte géopolitique a changé. Est-ce que cette crise énergétique est surmontable ou elle est insurmontable? À quelles conditions est-elle surmontable? Et puis autre question qui est liée à ça, c'est par la dette aujourd'hui qu'on fait payer l'augmentation des prix de l'énergie. Est-ce que c'est un choix judicieux? Alors, est-ce qu'elle est surmontable? En tout cas, on va tout faire pour ça. Et en tout cas, à quelles conditions? Moi, j'ai regretté la polémique un peu inutile et un peu stérile sur le Conseil de défense de l'énergie qu'a organisé le président de la République. Il est encore heureux, dans un pays démocratique, que le président de la République puisse s'organiser comme il veut. Il sert à quoi de parler de ces débats, de débattre de ces sujets dans le cadre d'un Conseil de défense? Mais ça sert à faire du pilotage entre toutes celles et ceux qui doivent prendre des décisions pour répondre à votre question, c'est-à-dire comment on va passer l'hiver prochain. On le fera d'abord parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc on va le faire à travers des économies d'énergie. Et c'est chaque Français, chaque entreprise qui effectivement va faire des efforts, va essayer de modifier un peu son mode de vie. Et que si chacun essaye de restreindre un peu sa consommation énergétique, on puisse passer sans blackout l'hiver prochain. Et puis ensuite, vous me posez une deuxième question. Est-ce que c'est bien de le faire en touchant à l'argent public? J'ai beaucoup écouté ces dernières heures. En renvoyant sur les générations futures le paiement de cette dette. Et si l'économie s'effondre du jour au lendemain et qu'il faut la reconstruire? Il y a un risque. Ça coûtera encore plus cher. Non, mais il y a un risque. Regardez, aujourd'hui, vous avez en Angleterre un peuple qui est en train de se révolter et de brûler ses factures d'électricité. Vous avez en Italie des entreprises qui menacent de s'arrêter, qui travaillent par intermittence parce que l'énergie est trop chère. Ça coûte en réalité beaucoup plus cher aux contribuables aujourd'hui et ça coûtera plus cher aux contribuables demain que d'arrêter des pans entiers de l'économie. Et donc, il faut pouvoir soutenir par l'argent public aujourd'hui, en le ciblant évidemment, mais il faut pouvoir par l'argent public rendre, j'allais dire acceptable, en tout cas moins douloureux pour la population la situation qu'on traverse et faire en sorte que l'économie puisse continuer de tourner. Moi je veux bien toutes les leçons du monde de la part des Républicains. Qui nous explique qu'il faut retrouver un équilibre dans les dépenses publiques, qu'on dépense beaucoup trop. La seule chose qu'ils ont été capables de proposer lors de la loi sur le pouvoir d'achat, c'était qu'on sursubventionne plus encore le carburant. On est tous contents de payer le carburant à 1,50 € au lieu de 2 € depuis 3 jours. C'est une décision saine qui a été prise par le gouvernement, mais aussi par une large majorité à l'Assemblée. Et je m'en réjouis. Mais on ne peut pas vouloir une chose et l'inverse, et parce qu'on est dans l'opposition appelée à l'équilibre des finances publiques, tout en étant pousse au crime pour dépenser toujours plus encore. Justement, alors avant de parler du CNR, on va en parler. D'abord,
le budget, puisque ça va être le débat important de cette rentrée, en tout cas de l'automne. Nous sommes à 3 semaines de la présentation du budget en Conseil des ministres. La droite, vous en avez parlé, réclame des économies. La gauche veut taxer les riches et les super-profits. Sur quoi la majorité serait-elle prête à céder ? Est-ce qu'un compromis, par exemple, sur la taxation des super-profits est envisageable avec la NUPES et avec les autres partis de l'opposition ? Oui, Frédéric Aziza, la façon même dont vous le formulez montre qu'il y a encore de grands progrès démocratiques à faire dans ce pays. C'est-à-dire ? C'est pas céder. C'est comment on trouve des compromis. Moi, je pense que ce budget, il doit effectivement nous ramener sur des trajectoires financières qui sont équilibrées parce qu'on ne va pas rajouter une dette financière à la dette écologique qu'on a déjà accumulée depuis des décennies. Évidemment. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce budget, il a pour objectif que notre police fonctionne mieux pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Donc, il a pour objectif qu'on continue à augmenter le budget de la justice. Que l'école, la santé, puissent disposer de moyens leur permettant de répondre, de se remettre en fonctionnement. On s'est tellement inquiété lors de la rentrée parce qu'on n'avait plus de chauffeurs de bus dans les bus scolaires et qu'on risquait de ne plus avoir d'enseignants devant les élèves. Alors tout ça, c'est évidemment une réflexion approfondie qui doit être menée sur chacun de ces secteurs. Et c'est pour ça qu'on ouvre les chantiers à nouveau aujourd'hui. Mais d'abord, on fait un budget pour le pays. On n'essaye pas de trouver la manière de s'attirer les uns les autres dans des guet-apens. Alors quel compromis possible, quel consensus possible éventuellement avec les oppositions, qu'elles soient de gauche, de droite, éventuellement d'extrême gauche et d'extrême droite ? Moi je vais vous dire, est-ce que c'est possible ? Je ne suis pas très optimiste. Ah bon ? J'ai lu ce matin... Vous n'êtes pas très optimiste sur l'évolution du débat autour du budget ? Sur la capacité à vouloir gouverner ensemble. Parce que, et vous pensez de qui ? De LR ? Les Français, au fond, tous, parce que, voilà, que ce soit la grande usurpation de la NUPES ou la grande dissimulation du Front National, de toute façon, à l'Assemblée nationale, il y a déjà beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de travailler avec le gouvernement. Mais au-delà de ça, les Français ont envoyé à l'Assemblée nationale, au fond, une assemblée très représentative de toutes les sensibilités du pays. Et la responsabilité de chacun, c'est quasiment la proportionnelle, sauf que malheureusement, c'est une assemblée qui est mal née peut-être, parce que si elle avait été élue à la proportionnelle, chacun se serait fait élire sur ses idées plutôt que contre celles des autres. Elle a été élue au scrutin majoritaire, et donc on en a un résultat. C'est un large panel de toutes les sensibilités du pays, sauf que chacune et chacun des parlementaires sont persuadés d'avoir été élus pour voter contre les autres. Donc vous êtes... pessimiste. Et donc, moi, je sais que Gabriel Attal ne veut pas se résoudre à utiliser l'arme du 49.3 qui apparaîtrait comme une forme de brutalité démocratique. Et vous lui dites quoi ? Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous avons quelques semaines devant nous pour regarder si les oppositions... 3 semaines. Dans les 3 semaines qui viennent, il faut que les oppositions nous disent si elles resteront dans les postures et considérant qu'elles sont dans l'opposition, voteront naturellement, nécessairement, quelles que soient nos propositions contre le budget, ou est-ce qu'elles sont capables de faire des propositions ? Moi, je les appelle à faire des propositions. Mais vous en pensez quoi ? Ce sera possible ? Est-ce que... Attendez, on va... Je vous ai dit que j'étais pessimiste. Mais justement, je vous posais la question autrement. On a vu que ça a pu se dérouler de cette manière dans le cadre du collectif budgétaire de cet été. Oui. Est-ce que au moment du budget, ça pourrait être pareil ? Moi, je pense que ça va être difficile avec les Républicains qui jouent la compétition de leur future présidence. Et chacun des candidats a d'ores et déjà annoncé que de toute façon, il faudrait voter contre le budget. C'est-à-dire, avant même de voir le budget, on veut voter contre le budget. On sait que la NUPES est intégralement dans la main de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a aucune intention de voter le budget non plus. Et le Rassemblement national ne fera évidemment pas ce cadeau non plus, même si désormais, il se cache derrière des cravates. Donc, ma crainte, c'est que la France, dans 3 semaines, fasse le constat qu'on ne pourra peut-être pas avoir de budget. Ça veut dire un 49.3 et dans ces conditions, immédiat et dans ces conditions, moi, je pense que la sagesse, c'est de demander aux oppositions ce que sont non pas leurs positions, leurs postures, mais leurs propositions. Il faut qu'aujourd'hui, elles énoncent des propositions. Ça n'est pas encore le cas. Vous citez les Républicains avec les finances publiques. On a vu qu'ils pouvaient dire une chose et l'inverse dans la même minute l'été dernier, puisqu'ils appelaient à l'équilibre des finances publiques et en même temps à la dépense publique. Quant à la gauche, sur la taxation des super-profits,
objectivement, on a essayé de bâtir... La gauche et même LR, Pradier dit la même chose. Mais dans la majorité, on a essayé de bâtir une position de sagesse. Il y a effectivement des profits exceptionnels qui sont consécutifs, en particulier chez les énergéticiens, à la crise de l'énergie, à laquelle on faisait référence tout à l'heure. Nous leur avons demandé, via des fonds d'investissement, qu'elles puissent investir dans une accélération de la transition écologique. Et au fond, que des énergéticiens participent à la transition énergétique, il n'y a rien de choquant. Moi, je veux bien qu'on considère que l'État doit tout et peut tout, mais pourquoi prélever de l'argent pour ensuite le réinvestir quand ils peuvent l'investir directement? Regardez ce qu'a fait CMA-CGM en investissant dans Air France, en investissant dans GEFCO, qui sont là aussi des fleurons qui demain pourront participer à la transition écologique. Moi, je préfère que ces profits exceptionnels qui ont été engrangés par des entreprises soient investis dans l'économie réelle, créent des emplois et permettent la transition écologique. Et s'ils ne le font pas, et c'est là la sagesse de notre position, et s'ils ne le font pas, on se garde la possibilité, effectivement, de les taxer. Moi, j'avais fait une proposition. Vous savez, j'avais fait une proposition assez simple. Parce qu'il ne faut pas oublier... Quand vous étiez député, parce que vous l'êtes plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais qui est repris désormais par mes amis du mouvement démocrate à l'Assemblée. C'était d'avoir un IS minimal, un impôt société minimal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui... On parle aussi d'impôt européen. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bénéfices des entreprises, mais il ne faut pas avoir une mémoire de poisson rouge. Quand une entreprise fait des bénéfices, elle paye des impôts déjà. 25% sur son bénéfice. Donc plus le bénéfice sera élevé, plus de toute façon, elles payeront des impôts. Et moi, j'avais fait une proposition, c'est que toutes les entreprises de France payent un IS minimal. C'est la proposition de Joe Biden, qui a été reprise, effectivement, comme vous le dites, à l'échelle de l'Union européenne. Si demain, toutes les entreprises de France avaient un IS plancher, c'est-à-dire que l'optimisation fiscale ne permettait pas de descendre en dessous de 15%. C'est à peu près la barre sur laquelle les dirigeants du monde pourraient se mettre d'accord aujourd'hui. Ça a des chances d'aboutir ? Et à ce moment-là, c'est même pas la peine d'aller chercher une taxation des super-profits. Est-ce que le MoDem va le proposer dans le cadre du débat budgétaire? Nous le reproposerons cette année, comme nous l'avions proposé les 2 années précédentes. Ça peut être adopté? Il y a, je pense, des chances que ce soit adopté s'il y a une bonne coordination européenne. C'est à l'échelon européen, évidemment, qu'il faut décider de ce type de mesures, puisqu'il n'est pas question d'introduire des formes de concurrence fiscale entre les pays. On sait bien la difficulté qui peut être la nôtre avec un certain nombre de, sinon paradis fiscaux, en tout cas de différenciation fiscale, par exemple, avec l'Irlande. Donc, si demain, nous pouvions déjà avoir un impôt société fixé à 15%, comme les États-Unis s'apprêtent à le faire, mais on ne discuterait plus de la taxation des super-profits, on aurait recréé de la justice fiscale. Donc, sur le budget, le 49.3, il est inévitable? C'est une question. Non, il est évidemment pas inévitable. Et si vous utilisez le 49.3, si le gouvernement utilise le 49.3, la sagesse... attendez, ça doit être au début du débat ou plus... Non, il faut que dès le un peu plus tard. Moi, je crois qu'il faut qu'on l'assume. C'est-à-dire qu'il faut qu'on assume, de se dire, voilà... attendez, on précise les choses. Il faut que vous assumiez le 49.3. Nous trouvons... Il faut que l'ensemble des députés, toutes tendances politiques confondues, assument qu'en cas de blocage... ça conduira nécessairement au 49.3 parce qu'on ne peut pas laisser la France sans budget. Et quand ? Et donc, ils assument de faire des propositions et que on ne considère pas comme incongru, quand on est dans l'opposition, de faire progresser un budget et se donner ainsi les moyens de le voter. Tu sais, c'est un changement fondamental. Parce que, comme auparavant, il y avait toujours des majorités absolues à l'Assemblée nationale. On partait du principe qu'on pouvait faire n'importe quoi lors des séances budgétaires quand on était dans l'opposition, et qu'à la fin, quoi qu'il arrive, parce qu'on était dans l'opposition, il faudrait voter contre. Et là, donc... là, il n'y a plus de majorité absolue. Et donc, les oppositions ont la possibilité de co-construire, ont la possibilité de co-gouverner. Vous les invitez, justement... Moi, je les invite à essayer de co-gouverner la France, parce qu'en ce moment, on a besoin de toutes les énergies. Donc, et alors, je vous repose la question, ce 49.3, s'il devait être utilisé, ça serait en début de débat ou plus tard, dans le cadre de ce débat? Mais de toute façon, il est déjà dans le débat. Chacun le sait. Est-ce qu'il faudrait interrompre le débat dès le départ et proposer le 49.3 ou pas? La question est simple. Est-ce que la France peut rester sans budget en 2023, qui sera une année, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'année de tous les dangers? Non, ça n'est pas possible. Et donc, il faut que dans les 3 semaines qui viennent, nous trouvions les possibilités de compromis. Et s'il n'y a pas de possibilité de compromis, il faudra assumer la responsabilité. Tout de suite. Et vous savez, au fond, c'est plus simple sur un texte budgétaire. Passer un texte de loi au 49.3, il y a effectivement une forme de brutalité démocratique. Sur un texte budgétaire, utiliser la menace
sinon l'accomplissement d'un 49.3, c'est effectivement beaucoup moins grave. C'est ce qui permet, au contraire, de ne pas brutaliser les Français parce qu'ils n'auraient plus de budget. Alors l'inflation, est-ce que le niveau élevé de l'inflation, donc aux alentours de 6% pour l'instant en France, 5,8 je crois, ne doit pas conduire Emmanuel Macron à revoir la doctrine qu'il a exprimée pendant la campagne présidentielle? En clair, est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation? Est-ce que c'est pas inévitable? Et vous avez été chef d'entreprise, donc vous savez ce que c'est. Je vais vous donner un avis qui est très personnel sur le sujet, mais que le mouvement démocrate a beaucoup défendu au cours des dernières années. Moi, je crois que les salaires ne sont pas assez élevés dans notre pays. Et on les augmente comment? Et donc, la possibilité de les augmenter, la plus sûre, la moins risquée, pour les entreprises, c'est de le faire à travers la participation et l'intéressement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise fait des bénéfices, elle les partage mieux avec ses salariés. On y dit ça depuis des dizaines d'années, ça marche pas. Si, ça marche. Pas pour tout le monde. Ça marche seulement pour 11,3% des salariés. Si 100% des salariés demain avaient un meilleur partage des bénéfices. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise fait des bénéfices, à chaque fois qu'elle a la possibilité de verser des dividendes à ses actionnaires, elle verse aussi un salaire variable à ses salariés, et ben, on augmente les salaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde cherche dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'informatique, dans l'aide à la personne, les personnes âgées, les personnes handicapées. On parlait des chauffeurs de bus tout à l'heure. Et donc, on pourrait, d'un revers de main, expliquer que c'est parce que les gens sont tous des feignants et qu'on a un système social parce que les salaires sont peut-être trop généreux. Ouais. Mais il faut peut-être se demander aussi pour savoir si le travail est suffisamment rémunéré dans notre pays. Et la réponse est non. Des années, mais ça, et la réponse est non. À rien. Parce que dans ce pays, on attend tout de l'État, et moi je crois beaucoup au dialogue social. Parce que je pense que dans chaque secteur d'activité, il y a des conventions collectives qui mériteraient d'être revues à la hausse. Et je crois que partout où il y a une fragilité, et où les entrepreneurs peuvent se dire demain, attention, si j'augmente tous les salaires trop brutalement, je vais moi-même nourrir un peu d'inflation. Et donc demain, il faudra encore que je la répercute sur mes prix. Et puis, il peut y avoir un retournement de tendance, et on peut se retrouver dans une grave crise en 2023 ou en 2024, et donc j'ai du mal à le faire. Mais en revanche, si on leur donne la possibilité de le faire sur la base du bénéfice réalisé, et si demain on peut se dire que finalement on peut aller chercher un 13e mois si on a bien travaillé dans son entreprise, parce qu'en travaillant bien dans son entreprise, on travaille bien aussi pour son pays, et que ce pays aujourd'hui il a besoin de retrouver de la croissance pour faire face aux grands défis qui viennent, on change aussi la nature des relations sociales. Relations sociales, relations politiques, débats politiques, le Parlement et la rue. Il y a des appels à la rue du côté de la France Insoumise, du côté de la NUPES, un procès en illégitimité d'Emmanuel Macron, bâtard de Hollande, comme a pu le dire François Ruffin au printemps, des prises de position en retrait sur la laïcité, on nous dit pour plaire à une partie de l'électorat des banlieues. Est-ce à dire que la France Insoumise joue sciemment avec le feu à des fins politiques? Je vous ai dit tout à l'heure que face à toutes les grandes crises que nous avions à affronter, le pays peut être en difficulté. Il a besoin d'une grande mobilisation nationale, mais je ne crois pas qu'il puisse être bousculé sur ses fondements. Ce que vous venez d'évoquer, ça, effectivement, c'est un risque pour la démocratie. C'est-à-dire que dans le débat public aujourd'hui, où on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ce qui se passe en Ukraine, qui est l'agresseur et qui est l'agressé. On le voit tous les jours, à longueur de plateau télé. On parlera tout à l'heure de ces en matière de crise énergétique, ce qu'il est nécessaire de faire là où il est nécessaire d'investir. En matière économique, on reste figé dans des postures plutôt qu'être dans des solutions. Des postures souvent très idéologiques. À force de ne pas se poser les bonnes questions et de faire un peu de désinformation, je pense qu'on peut saper les fondements de la démocratie. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui ? En Ukraine, c'est exactement notre modèle de société, notre modèle de société démocratique, qui est attaqué par l'agresseur russe. En matière de laïcité, tous les jours, on voit à quel point un des piliers de la démocratie peut être mis en cause, parfois effectivement dans une optique de calcul électoral ou simplement parce qu'on maîtrise assez mal les concepts. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui de,
j'allais dire, se remettre les yeux en face des trous et donc d'objectiver le débat pour défendre la démocratie en se mettant d'accord sur des réalités. Et vous savez, il y a trop de personnes aujourd'hui qui font de la désinformation. Alors justement, une question là-dessus. Jusqu'à saper. Ça nous conduit à l'actualité. Macroniste en 2017, anti-macroniste viscéral depuis, soutien à Mélenchon à la présidentielle, de la NUPES aux législatives. Elle relaie désormais les théories complotistes de Poutine. On parle de qui? De Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous inspire en tout cas l'évolution de Ségolène Royal et ses dernières déclarations sur l'Ukraine? Refusant de parler de crimes de guerre, notamment à Boutcha et à la maternité de Mariupol. Moi, j'ai été, comme tous ceux qui l'ont entendu, évidemment choqué par ses propos, qui sont d'ailleurs, qui sont au fond pathétiques. Mais arrêtons-nous un instant sur ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça révèle du débat public? Aujourd'hui, un certain nombre de personnes se comportent en influenceurs. C'est un peu comme dans le monde économique, il y a des influenceurs pour essayer de vendre des jouets aux enfants ou des vêtements. Je vais vous faire préciser votre terme, influenceur. C'est-à-dire comme des agents d'étrangers, des agents de Poutine Ségolène Royal. Des personnes qui sont en tout cas manipulées, j'espère qu'elles ne sont pas appointées, mais en tout cas un certain nombre de gens qui courent les plateaux télé, qui peuvent faire des articles de presse sans d'ailleurs qu'on leur fasse quelques procès que ce soit. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise du Covid ensuite, aussi. Bien sûr. Et au fond, chacun s'arrange avec la vérité et essaye d'influencer l'opinion publique en manipulant les faits. Royal, donc. Royal, le cas Royal, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on est exactement dans une illustration de ce type. Mais Mme Royal a été candidate à la présidentielle, donc elle est un peu plus connue que les autres. Mais tous les jours, dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision continue, vous voyez passer un certain nombre de gens qui disent exactement l'inverse de la réalité. Et quand, dans une société, dans le débat public, on n'est pas capable de se mettre d'accord, allez, je ne dis pas la vérité, parce que la vérité peut toujours faire l'objet de débats d'opinion. Mais en tout cas, de constats partagés. Si on n'est pas capable de dire qu'en Ukraine, il y a un agresseur et un agressé, et que celui qui agresse au fond notre modèle de société, notre modèle de civilisation, eh bien, je crois que là, on rentre sous le coup d'une phrase de Jean-Claude Guesseau, vous savez, quand il a fait voter sa loi de 1986. Il disait le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Le mensonge peut pas non plus être érigé en opinion dans la démocratie. Et je crois que la démocratie française a besoin de se solidifier, de se renforcer en remettant un peu de réalité. Vous parlez aussi du mensonge de Ségolène Royal. Oui, évidemment, évidemment. Et alors, autre question, puisqu'on parle un peu de politique, que vous inspire la bataille pour la présidence de LR? Éric Ciotti, candidat à la présidence de ce parti, soutient la candidature de Laurent Wauquiez à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous connaissez aussi Wauquiez, vous avez travaillé avec lui à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je trouve très bien que se jouent démocratiquement les présidences des partis. Je ne vais pas dire quoi que ce soit d'ailleurs sur les mérites comparés des uns et des autres. Je n'ai toujours pas compris, depuis plus de 5 ans maintenant, quel était en réalité le positionnement politique et les véritables orientations de LR, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'économie libérale ou pas libérale, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière écologique. Ce parti est malheureusement devenu inaudible. Ce qui me gêne, c'est que l'un des candidats, vous avez cité Éric Ciotti, aujourd'hui soit déjà projeté dans l'élection présidentielle. Comme s'il n'allait rien se passer pendant 5 ans. Et c'est le cas aussi dans la majorité, avec 3 candidats potentiels, Le Maire, Philippe, Darmanin. Mais moi, qui lortent sur la succession de... Moi, j'appelle tous les jours. Vous avez rappelé que désormais, j'étais plus député, et donc comme porte-parole du MoDem, j'ai toute ma liberté de parole. Moi, j'appelle mes amis au sein de la majorité, comme mes adversaires dans l'opposition, à pas se projeter en 2027. C'est une insulte faite aux Français. Il y a devant nous les plus extraordinaires défis, les plus grands enjeux. Réussir la transition climatique en faisant en sorte qu'elle soit socialement acceptable pour les Français. Résister alors que la guerre est revenue sur le sol européen et qu'on sera sans doute dans une guerre longue. Être capable de relancer l'économie sur le terrain, retrouver, réindustrialiser, réintéresser les gens au travail, les ramener vers le travail, à la fois les inciter à travailler, mais aussi mieux les récompenser, mieux récompenser leur mérite. Tout ça, c'est des enjeux pour la semaine prochaine. On ne va pas attendre 5 ans
avant de faire des propositions, de régler les problèmes des Français. En avance. La semaine prochaine, justement. Vous parlez de la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine. Dans l'activité, le lancement jeudi 8 septembre, la semaine prochaine, du Conseil national de la refondation, ou CNR, dont François Bayrou sera le secrétaire général, le patron. Reste, en tout cas, le patron derrière Macron. Reste que les oppositions, y compris le président du Sénat, Gérard Larcher, ne veulent pas en entendre parler de ce CNR. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un projet mort-né? Et puis à quoi ça va servir? Et ça doit servir? Parce qu'il faut qu'on précise d'ailleurs qu'au départ, Bayrou, il n'était pas très partant pour ce CNR. Il avait des réserves. Mais vous avez des réserves dans les oppositions, et il faut le dire, il y a des réserves aussi dans la majorité. Moi, je vais vous dire, je trouve. D'ailleurs, Édouard Philippe n'y sera pas. Je trouve que c'est une excellente idée. Ah bon? D'abord, parce que d'avoir un lieu où le gouvernement, le Parlement, mais aussi les élus locaux et les corps intermédiaires peuvent se retrouver et se parler, c'est souvent ce qui nous a manqué depuis 5 ans. Alors on a péché peut-être parfois par l'esprit d'urgence, on a voulu aller très vite sur certaines réformes dans les 5 ans qui viennent de s'écouler, mais il nous a été régulièrement reproché de ne pas suffisamment entendre, discuter, négocier, modifier parfois une décision en discutant avec les corps intermédiaires. Le président de la République propose que les corps intermédiaires, toutes les forces vives du pays, puissent se retrouver. Ça n'abîme en rien les institutions. La loi se fera toujours le Sénat vous dit à l'Assemblée nationale. Le Sénat vous dit non, les oppositions vous disent on ne sera pas présent. Moi, je me demande, les syndicats y seront présents. Justement, mais ce qui est logique, parce que les syndicats ont une culture du dialogue. Et donc, même s'ils peuvent avoir la crainte d'être instrumentalisés, parce qu'on voit bien ce qui est derrière tout ça, on ne veut pas venir dans le nouveau machin inventé par le président de la République parce que on craindrait tout d'un coup de devenir macronisme. Mais vous savez, le macronisme est contagieux, mais pas à ce point. Moi, je crois que le président de la République a tiré les enseignements des 5 années qui viennent de s'écouler, qui avaient été très dures. On a mené des trains de réforme tambour battant pendant 3 ans. Et ensuite, et on en voit les résultats économiques aujourd'hui, avec un chômage qui n'a jamais été aussi bas. Ensuite, on a été touché par 2 immenses crises, celle du Covid et ensuite celle de l'Ukraine. Sur les 5 années qui viennent de s'écouler, le président de la République a considéré, et il s'y était engagé pendant la campagne présidentielle, qu'il fallait changer de méthode. La méthode, ça compte en politique. Le respect des interlocuteurs, ça compte en politique. La question, c'est... Et moi, je me demande comment le président du Sénat, après avoir réclamé 5 ans durant qu'on parle plus avec le Sénat et qu'on parle plus avec les élus locaux, refuse de venir, et que les associations d'élus locaux refusent de venir aussi. Rassurons-les, moi j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas convaincus, il faudra que Bayrou se montre convaincant pour qu'ils reviennent autour de la table. Il va leur dire quoi, Bayrou? Quand on crée une... Il va leur dire quoi, Bayrou? Bayrou, je crois que François Bayrou est en capacité de leur garantir qu'ils ne seront pas instrumentalisés. C'est pas parce que vous venez discuter avec Emmanuel Macron que vous devenez macroniste. Ça peut arriver, ça m'est arrivé d'ailleurs par le passé. Mais je m'interroge parfois sur la façon de fonctionner de notre vie publique. Parce que vous voteriez le budget, parce que vous voteriez une loi, parce que vous acceptez de venir discuter, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous seriez taxé d'intelligence avec le pouvoir. Ben non, la véritable intelligence, dans le meilleur sens du terme, c'est de travailler avec les autres. Et pour moi, c'est parfaitement incompréhensible, parce que, vous savez, il y a ce sujet de concertation. On nous la réclame beaucoup, au moment où on la met en place, finalement, ils ne viennent pas autour de la table. Et puis après, ça fait le lien avec ce que vous disiez de Mme Royal. Un projet mort-né. Je le crois absolument pas, parce que de toute façon, on peut avoir une réserve peut-être sur sa dénomination. Ouais. Voilà, je le dis, moi j'ai une petite réserve là-dessus. C'est vrai que il peut y avoir peut-être une espèce de confusion sémantique voilà, sur le CNR, Conseil national de la résistance, qui était au fond un projet de reconstruction, alors que là, c'est plus un projet où on va essayer de partager les constats et de revenir sur les sujets de vérité. Je vous ai interrompu, vous parliez de Royal. Oui, parce que le deuxième sujet du Conseil national de la refondation, c'est justement d'essayer de définir ensemble les problématiques, se mettre d'accord sur les constats.
On ne peut pas avoir dans le débat public des gens qui prétendent qu'il y a 3 millions de chômeurs et d'autres qu'il y a 8 millions de chômeurs. C'est Mélenchon qui dit 9 millions. Voilà, c'est à peu près comme l'augmentation du SMIC pendant la campagne législative. Chaque semaine, le SMIC prenait 100 euros dans la campagne de Mélenchon. Voilà. Et maintenant, donc, on augmente indéfiniment. Prenez le sujet de l'énergie. On a parlé du nucléaire. À un moment, on se met d'accord sur ce qu'est la consommation annuelle de la France, si demain on veut arrêter les hydrocarbures. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces constats, ça permet d'avancer ensemble et d'éviter d'avoir à longueur de discours des gens qui nous expliquent qu'on va pouvoir tout faire sans le nucléaire. Mais c'est la même chose sur la réforme des retraites. Alors justement, j'allais vous poser cette question. L'année prochaine, nous allons franchir la barre des 3 000 milliards d'euros de dette. La solution pour sortir de cette spirale infernale de la dette, c'est quoi? C'est plus de travail ou plus d'impôts ou autre chose? Eh ben, c'est que dans un espace et donc plus de comme travail, ça nous fait comme le parler Conseil des national de la refondation, on se met d'accord sur les chiffres. Moi, j'ai été très choqué lorsque j'étais parlementaire de voir le Conseil d'orientation des retraites expliquer tous les 6 mois que les comptes étaient déséquilibrés, puis finalement étaient rééquilibrés. Et puis on attend sa position et on attend. 10-15 jours. Mais parce que c'est un art difficile. C'est pas une critique ça dépend du contexte, direct. du climat économique. Ça dépend des contextes et des projections économiques. Mais si le système des retraites, on le prend par le biais uniquement des finances publiques, parce qu'en France, on dépense 13% du PIB sur les retraites, alors que dans tous les autres pays de l'OCDE, on dépense entre 8 et 10. On ne trouvera pas la solution avec la représentation syndicale. Si en revanche, on regarde les 2 sujets majeurs sur l'âge de la retraite, c'est-à-dire l'emploi des seniors, comment on parvient à travailler plus longtemps dans notre pays. En France, on travaille en moyenne jusque 60 ans et demi, alors que dans tous les autres pays européens, on travaille en moyenne jusque 62 ans et demi. Il y a 2 ans d'écart. On n'est pas en train de parler de la retraite à 67 ans. Pourquoi il y a 2 ans d'écart? C'est parce qu'on ne sait pas inciter les entreprises à conserver les seniors et qu'on ne sait pas montrer aux seniors que parfois en travaillant 6 mois de plus ou une année de plus, ils vont gagner un pourcentage supplémentaire de retraite. Mais de la même façon, 2e sujet sur la pénibilité. Si on ne se met pas d'accord sur la pénibilité, sur ce qu'elle est, comment on la qualifie, comment on la rémunère et comment éventuellement on part plus tôt à la retraite parce qu'on a eu un travail plus pénible toute sa vie ou pendant une partie de sa vie, forcément on ne peut pas s'accorder. Si vous ne réfléchissez pas avec tous sur le travail, c'est même pas la peine d'ouvrir le sujet des retraites. Mais la réforme des retraites, comment vous l'envisagez? Selon quels critères et puis selon quel calendrier? Moi je pense que le grand enjeu du débat public aujourd'hui, ce serait de parler du travail. Nous avons besoin que notre pays travaille plus. Moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, quand on voit parfois tout ce qui a l'air de craquer à l'école, dans la police, dans la justice ou à l'hôpital, au fond, moi, je pourrais peut-être accepter de travailler 1 année ou 2 années de plus dans ma vie, ou de travailler 1 heure ou 2 heures de plus dans ma semaine. Moi, je ne fais pas un métier pénible. Mais simplement pour que tout ça ne craque plus. Et que la France ait les moyens de ses ambitions. Le départ à la retraite à quoi? 64, 65? Non, c'est d'abord réfléchir au travail. Parce que si vous commencez par l'âge, et si vous dites comme ça, de but en blanc, finalement, le bon équilibre, c'est 63 ans et demi. D'abord, ça relève à peu près d'un art divinatoire. Parce que quelle sera la situation économique de la France dans 10 ans? Quel aurait été son niveau de croissance chaque année des 10 années qui viennent pour savoir si c'est 63,4 ou 63,7 le bon âge d'équilibre? Ça correspond à peu près à rien. C'est quasiment de l'idéologie. Si en revanche vous réfléchissez d'abord au travail, qu'est-ce qui peut donner envie de plus travailler aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut donner envie de travailler plus longtemps? Et d'avoir la possibilité de travailler plus longtemps. Donc, travailler sur l'employabilité des seniors, travailler sur la transmission des compétences quand on arrive en fin de carrière, travailler un peu moins et transmettre un peu plus aux jeunes générations qui arrivent. Cette réforme de retraite, elle sera faite avant la fin du quinquennat et mise en œuvre avant la fin du quinquennat? Mais moi, je pense que c'est une obligation absolue, pas par idéologie, mais parce que nous avons besoin d'inaugurer un nouveau rapport au travail dans notre pays. Alors, si on ne réfléchit pas à la façon de travailler, vous avez vu l'évolution du télétravail, les attentes des Français qui sont complètement différentes dans leur approche du travail. Tous les Français qui ont démissionné de leur travail pour aller vers un autre travail, qui les anime plus, qui les enthousiasme plus, bien sûr. Alors, c'est ça qu'il faut prendre en compte, et je trouve qu'au fond, on fait un raccourci délétère
lorsqu'on veut parler de la réforme de l'assurance chômage ou de la réforme des retraites, sans parler du rapport au travail des Français. Autre débat, c'est le débat autour des institutions. Le MoDem, donc vous en êtes le vice-président et le porte-parole, va déposer dans le cadre de sa niche parlementaire du 10 octobre, ce sera la première niche parlementaire de la session. Donc on va déposer une proposition de loi instituant la proportionnelle aux législatives. Pourquoi et comment et selon quelle modalité proportionnelle? Alors d'abord parce que de tous les engagements que nous avions pris avec le président de la République en 2017, il y en a deux qui n'ont pas été réalisés, la réforme des retraites, on vient d'en parler, et la réforme des institutions. Pour des raisons qu'on sait, elle s'est arrêtée en cours de route. On a besoin de très vite faire une réforme institutionnelle. Ça va paraître bizarre parce que chaque fois qu'on dit on va faire une réforme institutionnelle, on se dit ben non, c'est pas le moment, on pourra attendre, il y a quand même beaucoup d'autres priorités. Et c'est vrai que les priorités sont nombreuses et immenses. Mais il y a une réalité, c'est qu'on ne peut faire de réforme institutionnelle qu'au lendemain des élections. Si vous attendez 2 ou 3 ans, vous êtes déjà dans le scrutin suivant et plus personne ne veut faire. Proportionnel. Et bien proportionnel, aujourd'hui vous avez une assemblée qui ressemblerait à une assemblée issue d'un scrutin proportionnel. Pourquoi elle n'arrive pas à fonctionner? Ou qu'en tout cas, elle ne fonctionne qu'entre les vociférations de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et les autres sont au spectacle, et les Français devant un spectacle désolant. C'est parce que toutes ces personnes ont été désignées dans un affrontement. Et alors donc, alors que dans un scrutin proportionnel, qu'on se le dise bien, Frédéric Azida, je m'arrête un instant là-dessus. Oui. Dans un scrutin proportionnel, chaque sensibilité politique est représentée et présente son projet, sa sensibilité, ses convictions, ses valeurs, ses propositions. Et donc, elle passe moins de temps à critiquer les autres ou à vouloir abattre les autres qu'à défendre ce à quoi elle croit. Précisément, qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre proposition? Mais en revanche, elle sait d'avance qu'une fois arrivée à l'Assemblée, il n'y aura pas de majorité qui se dégagera et qu'il faudra nécessairement composer. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre proposition de loi du 10 octobre? Et donc, il y aura le scrutin de 1985, c'est-à-dire le scrutin Mitterrand, qui avait fonctionné en 1986, scrutin proportionnel départemental avec seuil d'attribution à 5%. Donc seuil d'attribution minimum pour avoir un député, c'est 5%. Exactement. Et donc, combien de députés par département? Et donc, on pourrait garder le même nombre de députés qu'aujourd'hui et veiller à ce que les départements, chaque département est évidemment un parlementaire comme c'est le cas aujourd'hui. Vous pensez que cette proposition de loi a des chances d'être adoptée? C'est là qu'on va voir si les oppositions sont seulement dans les postures et les impostures, ou si elles ont un peu de suite dans les idées. Parce que je sache, la France Insoumise, le Rassemblement National, les écologistes et une partie des socialistes ont tous pris position en faveur du scrutin proportionnel. Il y a la majorité. Est-ce que Emmanuel Macron approuve votre proposition de loi? Je ne le sais pas, je ne le sais pas, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y avait dans le programme du président de la République le fait d'instiller de la proportionnelle dans nos modes de scrutin. Et je sais surtout une chose, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants. Aux élections municipales, les Français ont élu leur maire en faisant 40% de participation. Au régional, ils ont élu leur président de région en faisant 30% de participation. Et à la présidentielle, 70% de participation. Ce n'était pas un bon score non plus. Hein. Et au législatif, c'était 50%. Ouais. Si on ne prend pas conscience qu'on met en danger la légitimité de la position politique et le fonctionnement même de la démocratie, si on ne change pas de mode de scrutin, c'est qu'on passe complètement à côté d'une des évolutions nécessaires dans notre pays. C'est le combat de la rentrée du MoDem, la proportionnelle? Il y aura de multiples combats. Il ne faut pas se limiter à... On arrive à la fin de l'émission. Il faut faire un bon budget pour les Français. Ouais. 2, il faut leur donner une vision de l'avenir sur les enjeux géopolitiques, climatiques et économiques qui sont devant nous, de nature à les rassurer. Il faut travailler sur 2 sujets spécifiques qui sont ceux du mouvement démocrate depuis des années. 1, comment on partage mieux la valeur dans ce pays, et donc comment on est capable d'augmenter les salaires pour que le mérite des Français qui travaillent soit mieux récompensé. Et 2, comment on représente mieux les sensibilités des Français. Une ou 2 questions pour conclure. D'abord, demain, 5 septembre, sera commémoré le 50e anniversaire du massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, qui a marqué tous ceux qui à l'époque étaient là. À l'époque, dans la revue Rouge... Et pour ceux qui suivent et qui ont les images en tête. Voilà, et à l'époque, dans la revue Rouge, Edoui Plenel, le patron de Mediapart, avait déclaré être solidaire des terroristes palestiniens
donc de ces Jeux Olympiques de Munich, ceux qui avaient assassiné ces athlètes israéliens. Qu'est-ce que ça vous inspire 50 ans après ? Que l'antisémitisme est un combat de tous les jours. C'était antisémite de la et part qu'au de Plenel ? fond, il y a un lien année après année, décennie après décennie, et on trouve toujours un fond de propos antisémite qui est aujourd'hui repris par certaines tendances extrémistes dans notre pays. Et donc, ça doit être pour nous à la fois une vigilance de tous les jours et un combat renouvelé. Alors justement, dernière question, 50 ans, justement après ce massacre des JO de Munich, une proposition de résolution signée par une trentaine de députés issus des rangs de la NUPES, initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui a été déposée à l'Assemblée en juillet, condamnant, je le cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien, un texte accusant l'État hébreu d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial juif sur un autre. L'Assemblée nationale, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette résolution, très rapidement ? Est-ce que l'Assemblée nationale peut être le lieu où l'on ouvre de tels débats et où on prononce, on écrit de tels propos ? Je fais d'abord une réflexion, c'est que un groupe racial, ça n'existe pas. Si, dans la tête des racistes. Il faut pouvoir le rappeler. Et écrire qu'un groupe racial organiserait une politique, c'est déjà être raciste, c'est déjà légitimer, c'est déjà justifier le racisme. Et puis, c'est donc c'est l'antisémitisme. Et puis au fond, je vous ai cité Jean-Claude Guessot tout à l'heure, je le cite à nouveau. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Merci en tout cas Patrick Mignola d'avoir répondu à notre invitation, la première émission de cette 34e saison du Forum Radio J. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Et bonne nouvelle saison, merci à vous. Merci.